L'examen des crédits du compte d'affectation spéciale nous donne l'occasion d'aborder la politique du Gouvernement en matière de participation publique. Et force est de constater que le Gouvernement n'a pas fait les efforts nécessaires de formalisation d'une doctrine et utilise le levier économique des participations publiques par à-coups sans stratégie d'ensemble. Le commissaire aux participations de l'État, que nous avons évidemment auditionné, fournit d'ailleurs un inventaire à l'après-vert des priorités de l'agence: responsabilité sociale et environnementale, transition énergétique, innovation, disruption, réindustrialisation verte, résilience, achat responsable et local, etc. Non que je souhaite remettre en cause l'importance de ces éléments, mais il faut impérativement que l'État actionnaire se dote d'une feuille de route. Je citerai ici le philosophe Alain dans ses propos sur le pouvoir. La tâche d'un ministre n'est pas du tout de porter à sa perfection le service dont il a la charge, mais tout au contraire de résister à des ambitions en elles-mêmes raisonnables, d'après un regard continuel sur l'ensemble des besoins et sur l'ensemble des moyens. Et il conclut: l'utile peut nuire. Je ne vous la relis pas, non. Mais elle est assez complexe, mais elle est assez intéressante. Oui, madame le ministre, l'utile peut nuire et il faut vous faire des choix, y fixer un cap et, en un mot, mener une politique. Les participations financières de l'État doivent aujourd'hui être mobilisées comme un levier de politique économique à part entière. Je considère que l'État doit être clair et déterminé pour faire face notamment aux défis des transitions écologiques et numériques, mais aussi pour défendre notre souveraineté et se tenir prêt à intervenir, notamment lorsque des acteurs aussi stratégiques que l'entreprise Atos se trouvent en difficulté. Je m'étonne d'ailleurs des réserves du gouvernement à ce sujet, alors que la doctrine d'intervention de l'État actionnaire de 2017 visait en premier lieu à recentrer les interventions en capital sur, je cite, « les entreprises stratégiques qui contribuent à la souveraineté de notre État, notamment dans la défense et le nucléaire ». Ce sont précisément les secteurs dans lesquels les activités stratégiques, pas toutes, mais les activités stratégiques d'Atos s'exercent. Il n'y a pas de souveraineté si tous les maillons ne sont pas protégés, surtout en matière de calcul et de sécurité informatique. Néanmoins, la doctrine de 2017 n'est pas à jour. Les interventions en capital de l'État durant la crise sanitaire ont conduit à faire évoluer profondément l'action de l'APE. La Cour des comptes parlait même en 2022 d'une doctrine obsolète. Cette situation se manifeste de plusieurs façons. D'abord, le compte n'est plus alimenté que par des versements du budget général. L'année prochaine, sur les près de 10 milliards d'euros de recettes envisagées, les recettes de cession du compte, qui est la règle normale, si tant est que ce terme de normal ait encore un sens, représenteront uniquement 45 millions d'euros, soit 0,5% des recettes totales du compte. Par ailleurs, la principale opération sur le compte en 2023 a concerné EDF. L'offre publique d'achat simplifiée a été menée à son terme pour 9,7 milliards d'euros et a donné lieu le 8 juin dernier au retrait de la cote. Elle laisse néanmoins entièrement ouverte la question de la situation financière du groupe, dont la dette se situe autour de 65 milliards d'euros et dont les besoins d'investissement sont évalués entre 20 et 25 milliards d'euros par an. Ces deux constats témoignent qu'il n'y a plus vraiment de pilotage des participations publiques, qui répondent en fait à des objectifs politiques fixés par le gouvernement, sans cohérence d'ensemble. De ce point de vue, l'Agence des participations de l'État est passée du statut de gestionnaire actif du portefeuille des participations publiques à celui de simple courtier, passant les ordres d'achat de l'exécutif. La commission des finances n'a néanmoins, vous le savez, cela a été dit, pas souhaité remettre en cause évidemment les crédits du compte afin de maintenir la capacité d'intervention en capital de l'État. Enfin, concernant le programme 732, dédié au désendettement de l'État, nous n'avons que trop dénoncé
dans notre commission qu'il s'agissait d'un pur effet d'affichage. Le remboursement qui apparaît sur le CAS creuse d'ailleurs le déficit. La commission propose donc un amendement supprimant les crédits de ce programme. Sous cette réserve, la commission des finances propose d'adopter les crédits. Dans les missions concernées par cette discussion générale commune, j'ai souhaité concentrer mon propos sur la mission engagement financier de l'État, et notamment et principalement sur le programme 117, charge de la dette. Par ce programme, il s'agit de couvrir le besoin de financement de l'État tout en minimisant sur la durée le coût pour le contribuable. Cela se traduit essentiellement par la politique d'émission de la dette négociable sur le marché primaire et par le maintien de bonnes conditions de liquidité de cette dette sur le marché secondaire. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur un poncif que l'on assène paresseusement sans analyse économique sérieuse. Non, la charge de la dette n'est pas le deuxième poste de dépense de l'État. En 2023, le déficit public devrait s'établir à 4,9 points de PIB, dont 1,9 point d'intérêt. La France n'a pas remboursé sa dette, celle-ci lui a permis de financer 3 points de PIB de dépenses publiques. Le taux d'intérêt payé sur la dette est de 1,7%, mais la croissance du PIB en valeur devrait s'établir à 6,5%, soit un taux d'intérêt corrigé de moins 4,8%. Je note que ce détail intéresse peu de monde. Pourtant, il fait toute la différence, car au final, la dette ne coûte rien, elle reporte juste. Certes, l'écart va baisser et tendre vers zéro. La France s'endette à 3% aujourd'hui pour une croissance anticipée de 3,3%. À terme, la charge d'intérêt passera à 3,3%. Le déficit public devrait, quant à lui, passer à 3,6% pour stabiliser le ratio dette sur PIB. Le solde primaire devrait passer de moins 3 à moins 0,3%. Ne nous méprenons pas. Je tiens d'ores et déjà à dire que la dette et ses intérêts n'est pas un sujet mineur. Mais soyons honnêtes, la charge de la dette est devenue le nouveau cheval de bataille des prophètes de l'orthodoxie budgétaire. Je pense donc utile de remettre un peu de perspective et de contextualisation politique. Car si la barre des 70 milliards était atteinte en 2027, nous retrouverions simplement le niveau moyen de la charge de la dette depuis 1980. Certes, la charge de la dette a bondi en un an d'un peu plus de 15 milliards d'euros. Mais les tenants du chantage à la dette oublient de mentionner que cette véritable explosion, comme ils disent, est liée, comme le souligne l'INSEE, pour 13 milliards d'euros à l'impact de la hausse de l'inflation sur les titres indexés sur cette dernière, les OATI. Ils oublient aussi de dire que si l'inflation ralentit, comme cela semble se dessiner, cette charge se réduira alors d'autant. En effet, si les taux augmentent, ils restent inférieurs à l'inflation et donc en réalité négatifs. C'est ce qui a conduit M. Pisani-Ferry et Mme Mahfouz à qualifier d'excessives les alarmes sur la remontée des taux et à suggérer d'accroître l'endettement pour la transition écologique de 250 à 300 milliards d'euros d'ici à 2030. Enfin, il nous faut aussi relativiser la hausse de la charge de la dette, car cette charge, ainsi que le prix que nous coûtent les emprunts, permettent à l'État d'investir. Cet investissement n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, contrairement à ce qu'on laisse parfois entendre. La hausse de la charge de la dette est évidemment nécessaire dans le système actuel pour répondre aux besoins des Français, en plus d'être créatrice de richesses. Enfin, puisqu'il est question de dette dans cette mission, j'aimerais vous rappeler que s'il y a une dette dont il faut tenir compte en priorité, c'est la dette écologique. Et celle-ci n'est ni négociable, ni repoussable, ni renouvelable. Elle pose la question de la survie de l'espèce humaine, question qui me semble infiniment plus grave, concrète et urgente que n'importe quelle dette financière. C'est donc elle qui doit dicter nos choix politiques, au service desquels la dette financière n'est qu'un outil à manier du mieux que l'on peut. Car si vous souhaitez trouver des financements pour résorber la dette, l'analyse de la mission remboursement dégrèvement peut être une piste de réflexion. Bien que les crédits affichés ne posent pas de difficultés de chiffrage, malgré quelques évaluations sujettes à caution, cette mission illustre bien les errements de la politique budgétaire qui est celle du gouvernement. En effet, en maintenant une trajectoire de désarmement fiscal, ainsi que le maintien de niches fiscales coûteuses malgré parfois leur utilité contestée, vous ne participez pas de cette quête du sérieux budgétaire dont vous vous réclamez tant, Madame la Ministre. Les entreprises françaises bénéficient d'environ 80 milliards d'euros d'exemption d'impôts, dont l'efficacité est loin d'être toujours prouvée, ce qui pourrait justifier des économies importantes. Pour ne prendre que l'un des plus coûteux, depuis sa réforme en 2008, le crédit d'impôt en faveur de la recherche, le fameux CIR,
est devenue une vache sacrée. Il est clair que les entreprises y sont très attachées sur ce mécanisme fiscal très avantageux. En volume, il profite surtout aux grands groupes qui en font de plus en plus un instrument d'optimisation fiscale. Pourtant, un rapport de la Cour des comptes souligne que le CIR coûte très cher aux finances publiques, alors même que son efficacité est difficile à établir. De plus, cet aspect doit être revu car d'un point de vue macroéconomique, réduire les niches fiscales des entreprises améliore leur santé à long terme en les rendant moins accros aux stéroïdes fiscaux. En conclusion, les trajectoires financières assises sur des choix politiques que nous ne partageons pas ne nous permettent donc pas de voter ces missions budgétaires.